En octobre 2025, un zéro a fendu le Sahel. Après des années de villages vidés et de colonnes de déplacés, moins de 12 heures suffisent à renverser l'attente. Que change pour Ibrahim Traoré une victoire si nette? Derrière Tindibon, ce n'est peut-être pas un miracle militaire, mais une écoute patiente du territoire, des signaux jugés insignifiants, puis une initiative locale sans appui extérieur sur trois fronts unifiés qui se met à battre plus vite que les récits importés. Et si cette nuit ouvrait enfin une réécriture silencieuse du pouvoir sahélien dès l'aube suivante? Ce récit ne promet pas un simple récit de bataille, ni une célébration immédiate. Il propose autre chose. Comprendre ce qui se joue quand une région longtemps décrite comme condamnée cesse d'agir en réaction et commence à décider par elle-même. L'enjeu est clair, saisir comment une victoire ponctuelle peut ou non devenir un point d'inflexion durable. Pour le Sahel, le risque n'est pas seulement militaire, il est politique, social et symbolique. Une réussite trop vite mythifiée peut se dissoudre dans la propagande ou provoquer des attentes impossibles à tenir. À l'inverse, une lecture trop sceptique peut masquer des transformations lentes mais réelles, enracinées dans le quotidien des populations. Ce qui est en jeu ici concerne aussi ceux qui regardent de loin. Comprendre Tindiban, c'est interroger la manière dont on interprète le pouvoir, l'autonomie et la capacité d'initiative dans des espaces longtemps réduits à des chiffres de crise. La question centrale devient alors simple mais décisive. S'agit-il d'un sursaut isolé ou du début d'un changement de rythme que personne n'avait vraiment mesuré? Le premier tournant n'est pas venu d'une frappe, mais de trois transmissions anormales interceptées en moins de 2 heures. Ces signaux, jugés insignifiants par des observateurs extérieurs, ont pourtant dessiné une menace imminente et ouvert une fenêtre d'initiative inattendue. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas un hasard technique, mais la confirmation d'un changement plus profond. Le territoire parlait. Encore fallait-il l'écouter. Depuis des mois, le Sahel avançait à reculons. Villages abandonnés, familles déracinées, routes devenues lignes de fuite. Chaque crépuscule réactivait la peur, chaque déplacement semblait provisoire. Pourtant, dans cet effondrement progressif, quelque chose se recomposait discrètement. Les forces locales, au Mali, au Niger et au Burkina Faso, avaient commencé à se détacher des rapports venus d'ailleurs. Elles reconstruisaient leur propre réseau, souvent informel, reliant Bamako, Ouagadougou et Niamey par des relais humains plutôt que par des structures importées. Ce basculement ne reposait pas sur une technologie supérieure, mais sur une attention patiente au terrain. Des mouvements nocturnes de motos, des variations de fréquence, des silences inhabituels. Chaque détail devenait une donnée. Chaque donnée trouvait sa place dans un puzzle que seules des perceptions locales pouvaient assembler. Là où des analyses extérieures voyaient un désert figé, le Sahel révélait une densité de signes. Quand ces informations ont convergé, une lucidité nouvelle s'est imposée. Il ne s'agissait plus de survivre, mais d'assumer l'initiative. Frapper avant d'être frappé, agir avant de redevenir une victime attendue. Dans une pièce faiblement éclairée, Ibrahim Traoré réunit ses officiers pour fixer un cap rompant avec des décennies de dépendance. Les dunes, longtemps symboles de résignation, devenaient un espace stratégique. Et c'est là que la lecture de Tindiban change. La nuit décisive n'est pas née d'un miracle soudain, mais d'un long apprentissage du réel accumulé dans l'ombre. À Arbinda, le changement s'est d'abord manifesté par des gestes presque invisibles. Des éclaireurs locaux ont signalé des déplacements inhabituels là où l'on ne voyait plus rien depuis des mois. Une route réputée déserte, un axe secondaire oublié, puis une confirmation venue d'un relais humain. Ce sont ces signaux modestes qui ont servi de fil conducteur aux premières décisions opérationnelles. Sur le terrain, les unités sahéliennes ont agi sans précipitation. Pas de démonstration de force, pas d'annonce préalable. La coordination reposait sur des réseaux déjà éprouvés,
nourri par la confiance entre villages, guides et combattants. En quelques minutes, une attaque annoncée a été déjouée, non par supériorité matérielle, mais par synchronisation locale. Le message était clair. L'initiative ne viendrait plus d'ailleurs. Dans les jours qui ont suivi, les effets se sont diffusés lentement. Les habitants ont recommencé à circuler entre les hameaux voisins. Les marchés hebdomadaires ont rouvert, d'abord à demi, puis avec une prudence confiante. Les motos, longtemps associées à la peur, redevenaient des outils de travail. Rien de spectaculaire, mais une normalité fragile reprenait place. Pour Ibrahim Traoré, ces signes comptaient autant que l'opération elle-même. Ils indiquaient que la victoire n'était pas seulement militaire. Elle touchait à la perception du risque, à la capacité de rester, de revenir, d'oser de nouveau. Les forces sahéliennes comprenaient alors que chaque succès tactique devait produire un bénéfice immédiat pour les civils sous peine de rester abstrait. Ce rôle de personnage guide n'est pas celui d'un héros isolé, mais d'un point de convergence. À travers Arbinda, le Sahel montrait qu'un territoire peut redevenir acteur quand l'action part de ses propres repères. Le vrai enjeu tenait en peu de mots: transformer la victoire en confiance durable. Avant Tindiban, la dynamique était connue et presque mécanique. Les forces sahéliennes réagissaient. Elles arrivaient après les attaques, constataient les dégâts, sécurisaient l'urgence, puis se repliaient. Le tempo était imposé de l'extérieur, par l'initiative d'adverses et par des analyses lointaines. Les semaines précédant l'opération avaient encore renforcé ce sentiment d'étau progressif. Villages désertés, axes abandonnés, rumeurs de nouvelles offensives circulant plus vite que les informations vérifiées. Le moment décisif n'a pourtant rien eu de spectaculaire. Il s'est joué dans l'accumulation. Des signaux faibles répétés, des observations nocturnes recoupées, des transmissions interceptées, puis comparées à des mouvements de terrain observés depuis des mois. Cette fois, la différence tenait dans la décision: ne pas attendre. Lorsque la convergence des données fut jugée suffisante, l'ordre fut donné d'agir avant que la menace ne se matérialise. Pour Ibrahim Traoré, ce choix marquait une rupture assumée avec des années de posture défensive. Quand l'action commence, c'est fait dans le silence. Les premières salves ont été déclenchées de nuit, sans mise en scène, communication immédiate. Les unités sahéliennes se sont déplacées selon un schéma préparé de longue date, fondé sur la mobilité et la fermeture rapide des axes. Les drones artisanaux, déjà testés, ont guidé les frappes et confirmé les positions adverses. Rien n'était improvisé, mais rien n'était rigide non plus. Chaque mouvement restait ajustable en temps réel. Le point culminant s'est joué en quelques heures. Les forces adverses, privées de carburant et de coordination, n'ont jamais réussi à se regrouper. Les routes de repli étaient déjà coupées. Les communications se sont tues les unes après les autres. Là où l'on s'attendait à une riposte, il n'y eut qu'une désagrégation progressive. À mesure que la nuit avançait, l'opération gagnait en clarté. L'avantage n'était plus contesté. À l'aube, le contraste était frappant. Le désert, habitué aux échos prolongés des combats, retrouvait un calme presque irréel. Les unités sahéliennes consolidaient leur position sans précipitation. Les centres de commandement recevaient les flux d'informations et confirmaient l'ampleur du succès. Pour la première fois depuis longtemps, le temps jouait en faveur du Sahel. Les effets immédiats n'ont pas été militaires, mais humains. Dans les villages voisins, les habitants ont commencé à sortir, d'abord avec prudence, puis avec curiosité. Les radios locales ont relayé les premières informations. Des gestes simples ont suivi: puiser de l'eau, rouvrir un étal, circuler sans escorte. Ces signaux discrets mais répétés donnaient une autre mesure de l'événement. Ainsi, Tindiban ne se résume pas à une bataille gagnée.
Elle trace un enchaînement clair. Observation prolongée, décision anticipée, action coordonnée, puis diffusion progressive des effets. Ce fil chronologique explique pourquoi l'événement a marqué une rupture. Il montre comment une initiative locale, assumée jusqu'au bout, peut inverser un rapport de force longtemps subi. Un premier fait chiffré s'impose brutal dans sa simplicité. Zéro soldat de l'AES tombé lors de la nuit de Tindiban. Dans un théâtre de guerre réputé fragmenté et imprévisible, ce zéro n'est pas anecdotique. Il marque un basculement clair entre une logique d'usure et une logique de contrôle. Là où les opérations précédentes intégraient presque mécaniquement des pertes, l'absence totale de victimes révèle une préparation qui a réduit l'aléa au minimum. Un autre fait marquant concerne le temps. Moins de 12 heures se sont écoulées entre la première activation opérationnelle et l'effondrement complet des positions adverses. Cette rapidité n'indique pas une action improvisée, mais l'aboutissement d'une synchronisation longue. Le contraste est net. Auparavant, les engagements s'étiraient sur plusieurs jours, exposant les civils et épuisant les ressources. Ici, la compression temporelle a limité les dégâts collatéraux et figé toute capacité de réaction ennemie. Un dernier fait marquant tient à la configuration spatiale. Trois fronts unifiés, Mali, Niger et Burkina Faso, opérant sans appui extérieur direct. Cette simultanéité est rare dans l'histoire récente du Sahel. Elle signale une intégration tactique qui dépasse la coopération ponctuelle. Le passage d'actions isolées à une coordination trifrontalière modifie profondément l'équation stratégique. La fragmentation, longtemps considérée comme une faiblesse structurelle, a été temporairement neutralisée. Pris séparément, ces chiffres peuvent sembler limités. Pris ensemble, ils dessinent une lecture cohérente. Le 0 indique la maîtrise. Les 12 heures révèlent la vitesse décisionnelle. Les trois fronts traduisent la cohésion. Pour Ibrahim Traoré, ces données ne servent pas à produire un récit triomphal, mais à mesurer un seuil franchi, celui où l'initiative locale devient mesurable, donc reproductible. L'analyse des flux opérationnels confirme cette lecture. Les dépôts adverses ont cessé de fonctionner avant même toute tentative de regroupement. Les convois, privés de carburant, se sont immobilisés dans les dunes. Les réseaux de communication se sont effondrés par strates successives. Chaque rupture validait la précédente, créant un effet domino qui ne dépendait ni de la masse ni de la surprise spectaculaire, mais d'un enchaînement précis. Les drones artisanaux constituent un indicateur indirect mais révélateur. Leur usage n'a pas augmenté la puissance brute, mais la précision. Construits localement, pilotés par des équipes connaissant intimement le terrain, ils ont transformé des observations diffuses en décisions exploitables. Le chiffre ici n'est pas celui de la technologie, mais celui du rendement, plus d'effets avec moins de moyens. Dans les centres de commandement, ces éléments ont été lus comme un ensemble. Ibrahim Traoré observait moins la victoire elle-même que ce qu'elle révélait, une capacité à produire des résultats mesurables sans dépendance extérieure immédiate. Les chiffres, dans ce contexte, cessent d'être des arguments. Ils deviennent des balises. Ainsi, Tindiban ne se définit pas seulement par ce qui a été détruit, mais par ce qui a été évité. Pertes humaines, durée excessive, désorganisation prolongée. Ce sont ces absences, chiffrables et observables, qui donnent au succès sa portée stratégique et expliquent pourquoi il a surpris autant qu'il a dérangé. Après Tindiban, deux lectures critiques se sont imposées dans les cercles d'analyse internationaux. La première affirme que l'AES n'aurait pas pu mener une opération d'une telle précision sans un soutien extérieur déterminant. Selon cette thèse, la coordination rapide, l'usage combiné de drones et de frappes ciblées,
ainsi que la synchronisation trifrontalière dépasserait les capacités locales. Le raisonnement est cohérent. Historiquement, des opérations de cette ampleur dans le Sahel ont presque toujours dépendu d'appuis étrangers, qu'ils soient logistiques, technologiques ou de renseignement. La seconde critique soutient que Tindiban serait un épisode isolé, une exception produite par des circonstances uniques et non reproductibles. Dans cette lecture, la victoire ne traduirait pas une montée en compétences durables, mais un alignement temporaire de facteurs favorables. Le manque de ressources structurelles, la fragilité institutionnelle et la pression persistante sur les populations rendraient impossible la répétition d'un tel succès à moyen terme. Là encore, l'argument s'appuie sur une longue série de précédents régionaux. Ces deux positions ont un point commun, elles minimisent le rôle de l'intelligence locale. Or, l'analyse des faits disponibles nuance fortement ces hypothèses. L'opération ne s'est pas appuyée sur une technologie supérieure importée, mais sur une accumulation de données issues du terrain, recoupées par des réseaux humains déjà en place. La vitesse d'exécution, souvent citée comme preuve d'un appui extérieur, correspond en réalité à une préparation prolongée et à une chaîne décisionnelle raccourcie. Quant à l'idée d'un miracle sans lendemain, elle se heurte aux effets observés après l'opération. La coordination entre unités sahéliennes n'a pas disparu avec l'aube. Elle s'est maintenue dans les jours suivants, notamment dans la sécurisation des axes et la circulation de l'information. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de prouver une autosuffisance totale, mais de démontrer qu'un seuil a été franchi, celui où les forces locales peuvent initier, planifier et exécuter sans attendre une validation extérieure. Ainsi, les critiques ne sont pas infondées mais incomplètes. Elles lisent Tandiban avec des grilles anciennes, là où l'événement suggère une mutation progressive. Le débat réel n'oppose pas soutien extérieur et autonomie absolue. Il interroge la part croissante de décision et de cohérence que le Sahel est désormais capable de produire par lui-même. Ce que Tindiban a réellement déplacé ne se mesure pas seulement en position reprise ou en matériel détruit. La bascule s'opère ailleurs, dans la manière dont le Sahel lit désormais son propre tempo. Avant, le temps était subi. Les décisions arrivaient un tard, souvent dictées par des urgences ou des cadres extérieurs. Après cette nuit, une autre logique s'impose. Décider d'abord, expliquer ensuite. Un détail souvent négligé révèle ici le cœur du basculement. Les flux d'informations n'ont pas seulement convergé vers un centre unique, ils ont circulé latéralement entre unités, villages et relais humains, sans attendre une validation hiérarchique lourde. Cette circulation horizontale a réduit les délais, mais surtout elle a modifié la nature même du commandement. Le pouvoir n'était plus uniquement vertical, il devenait distribué, adaptable, réactif. Dans les centres de coordination, cette transformation est apparue clairement. Les cartes n'étaient plus l'outil principal, les récits du terrain, les confirmations croisées, les absences inhabituelles comptaient autant que les images. Ibrahim Traoré observait cette dynamique comme un tournant silencieux. La victoire n'était plus un objectif ponctuel, mais un effet secondaire d'une organisation plus fluide. C'est ici que la lecture change. Tandiban ne révèle pas seulement une capacité militaire accrue, elle expose une nouvelle manière de produire de la décision collective dans un espace longtemps fragmenté. Le Sahel ne gagnait pas seulement une bataille, il testait, pour la première fois à cette échelle, une architecture de pouvoir fondée sur la proximité et la confiance opérationnelle. Cette bascule explique pourquoi l'événement continue de produire des effets bien après la fin des combats. Les effets de Tindiban ne se sont pas diffusés de manière abstraite. Ils ont touché des groupes précis, avec des intensités et des temporalités différentes, révélant comment une victoire militaire peut se traduire, ou non,
en transformation vécue. Pour les populations civiles, le premier changement a été la mobilité. Des routes longtemps évitées ont recommencé à être empruntées. Les déplacements ne se faisaient plus uniquement par nécessité urgente, mais pour travailler, échanger, visiter. Cette reprise fragile mais répétée a réduit la dépendance aux convois protégés et réintroduit une forme de quotidien prévisible. Chez les travailleurs et artisans, l'impact s'est matérialisé par la réactivation des circuits courts. Les marchés hebdomadaires ont rouvert progressivement. Les réparateurs de motos, les commerçants de grains, les cultivateurs ont retrouvé des clients réguliers. Cette dynamique n'a pas effacé les pénuries, ni les risques, mais elle a créé un horizon économique minimal. Le travail cessait d'être un acte clandestin pour redevenir une activité visible. Ce glissement, souvent sous-estimé, stabilise davantage qu'une présence armée ponctuelle. La jeunesse sahélienne a perçu Tindiban autrement. Pour beaucoup, l'événement n'a pas été lu comme une victoire tactique, mais comme une preuve de compétence locale. Dans les centres urbains comme dans les zones rurales, des discussions ont émergé autour de la formation technique, de l'ingénierie improvisée, de la coordination régionale. Des étudiants ont commencé à évoquer un avant et un après Tindiban. Cette projection symbolique modifie les aspirations. On ne parle plus seulement de fuite ou d'attente, mais de participation. À l'échelle régionale, les conséquences ont été immédiates dans le langage diplomatique. Des États africains ont salué l'opération comme un exemple de coordination souveraine, tandis que des acteurs extérieurs tentaient d'en minimiser la portée. Ce décalage de lecture a renforcé la visibilité politique de l'AES. Pour Ibrahim Traoré, cette reconnaissance régionale compte autant que les gains tactiques. Elle repositionne le Sahel comme producteur d'initiatives et non plus simple récepteur de stratégies. Ces quatre niveaux révèlent une même logique. L'effet de Tindiban augmente à mesure qu'il s'éloigne du champ strictement militaire. Plus on se rapproche du quotidien, plus la transformation devient tangible, mais cette diffusion reste conditionnelle. Elle dépend de la capacité à maintenir la sécurité, à éviter la surexploitation symbolique de la victoire et à répondre aux attentes qu'elle a suscitées. Ainsi, la conséquence la plus durable n'est peut-être pas ce qui a changé, mais ce qui est désormais attendu. Les civils attendent de circuler. Les travailleurs attendent de produire. Les jeunes attendent de contribuer. Les voisins attendent de coopérer. Pour Ibrahim Traoré, le défi commence précisément ici. Transformer une victoire ponctuelle en promesse tenue, sans accélérer au point de rompre l'équilibre fragile qui s'est créé. À partir de Tindiban, l'avenir du Sahel ne se décline pas en prédiction, mais en trajectoire conditionnelle. Trois scénarios se dessinent sur un horizon de 6 à 12 mois, chacun dépendant de choix concrets et de dynamiques déjà visibles sur le terrain. Dans une trajectoire de base, les forces de l'AES consolident sans chercher l'expansion rapide. Les axes repris restent sécurisés de manière intermittente mais suffisante pour maintenir la circulation civile. Les écoles rouvertes fonctionnent malgré des infrastructures fragiles. Les drones artisanaux se concentrent sur la surveillance défensive. Si cette voie prévaut, alors le gain principal sera le temps. Temps pour absorber la victoire, temps pour éviter les erreurs d'enthousiasme, temps pour ancrer la confiance locale sans multiplier les fronts. Dans une trajectoire plus favorable, une institutionnalisation progressive des enseignements de Tandiban. Les universités et centres de formation sahéliens structurent des filières techniques. Les échanges entre Mali, Niger et Burkina Faso se densifient, notamment sur les corridors commerciaux sécurisés. Si cette dynamique s'installe, alors la victoire initiale devient un levier politique régional. L'AES gagne en lisibilité et en crédibilité, non par la force, mais par la cohérence de ses décisions
et la continuité de ses effets civils, dans une trajectoire plus dégradée sur une accumulation de tensions. Des sanctions extérieures se durcissent. Des récits hostiles amplifient les doutes internes. Les groupes armés exploitent les failles logistiques encore présentes. Si ces facteurs convergent, alors l'élan de Tindiban s'érode. La victoire demeure symbolique, mais ses bénéfices concrets se contractent, exposant les populations à une désillusion rapide. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ces fragments de chacun peuvent coexister selon les zones et les périodes. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de choisir un récit, mais de maintenir une discipline de décision. La question clé devient alors: si l'initiative locale a permis de gagner une nuit, saura-t-elle structurer les mois suivants, sans se perdre dans l'accélération ou la confrontation frontale? Pour ceux qui regardent le Sahel de loin, Tindiban peut rester une abstraction stratégique. Pourtant, ses effets interrogent directement la place de chacun face à des régions trop souvent réduites à des tables de crise. D'abord, cela concerne les citoyens ordinaires, lecteurs ou spectateurs. Leur regard façonne le récit dominant. Lire Tindiban uniquement comme une anomalie militaire, c'est reconduire l'idée d'une incapacité structurelle. L'envisager comme un processus en construction oblige à accepter l'incertitude, la lenteur et les zones grises, mais aussi la possibilité d'un changement réel. Ensuite, cela touche les acteurs économiques et sociaux, qu'ils soient africains ou non. Les signaux faibles observés après Tindiban, reprise de marché, circulation retrouvée, initiative locale, rappelant que la stabilité ne se décrète pas. Elle se construit par des interactions répétées et prévisibles. Pour ces acteurs, l'enjeu n'est pas d'anticiper une croissance rapide, mais de reconnaître quand un minimum de confiance permet de reprendre pied. Ignorer ces moments, c'est souvent laisser passer les seules fenêtres où une reconstruction devient crédible. Enfin, cela concerne les jeunes générations, au Sahel comme ailleurs. Tindiban a raisonné parce qu'il a montré des compétences locales à l'œuvre, non comme une exception héroïque, mais comme le résultat d'un apprentissage collectif. Pour des jeunes habitués à des récits d'échecs, cette image modifie les repères. Elle ne promet pas un avenir simple, mais elle rouvre l'espace du possible. Observer ce déplacement symbolique est essentiel pour comprendre ce qui peut durer. Ces trois cercles convergent envers une même question. Que fait-on de ce que l'on voit? Pour Ibrahim Traoré, la victoire n'a de sens que si elle est lue avec mesure, sans exaltation ni dénigrement. Pour le spectateur, le choix est similaire. Soit réduire Tindiban à un épisode lointain, soit l'utiliser comme un prisme pour interroger la manière dont naissent, parfois, des capacités inattendues. Transformer Tindiban en trajectoire durable exige une méthode plus qu'un élan. D'abord, il s'agit de sécuriser sans s'étendre. Les zones reprises doivent rester lisibles pour les civils. Patrouilles locales coordonnées, surveillance ciblée par drones artisanaux et remontée d'alerte communautaire. L'objectif n'est pas d'occuper, mais d'empêcher le retour de la peur là où la confiance recommence à apparaître. Ensuite, l'effort doit porter sur les services essentiels. Réouvrir une école ou un point d'eau n'est pas symbolique, c'est un signal de normalité. Ces gestes réduisent les déplacements forcés et stabilisent les attentes. Ils doivent être synchronisés avec la sécurité, faute de quoi la victoire reste abstraite. Dans ce cadre, la coordination entre Mali, Niger et Burkina Faso devient un multiplicateur d'effets en évitant les ruptures d'un territoire à l'autre. Puis, il faut viser les circuits économiques courts, sécuriser les axes secondaires, soutenir les marchés hebdomadaires et réparer les infrastructures légères permettent aux communautés de produire sans dépendre d'aides irrégulières. Cette relance modeste mais continue crée un amortisseur social face aux chocs extérieurs. Après cela, l'attention doit se porter sur la formation.
Capitaliser sur les compétences révélées à Tindiban implique d'élargir les programmes techniques et civiques pour soldats, ingénieurs et médiateurs locaux. L'enjeu est de transformer des pratiques efficaces en savoirs transmissibles. Enfin, une clarification politique régionale s'impose. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent préciser les règles de coopération de l'AES, définir des mécanismes de décision et des indicateurs de suivi. Sans ce cadre, l'initiative risque de se disperser. Cette démarche ne garantit pas le succès. Elle fixe des conditions minimales pour que l'initiative locale, démontrée en une nuit, puisse s'inscrire dans la durée sans se retourner contre ceux qu'elle prétend protéger. Quand les premiers éclaireurs avaient signalé les mouvements autour d'Arbinda, personne n'imaginait que ce motif discret, un territoire reprenant possession de ses nuits, deviendrait le fil conducteur d'un basculement plus large. Les maisons fissurées, les puits silencieux et les routes désertées portaient encore la mémoire d'années de peur. Pourtant, ce sont ces mêmes lieux qui ont commencé à changer de sens après Tindiban. Dans les jours suivants, le mouvement fut lent, presque hésitant. Des familles sont revenues sans certitude, simplement parce que rester ailleurs n'avait plus de sens. Les enfants ont recommencé à jouer au crépuscule. Les commerçants ont réinstallé des étals provisoires, prêts à se replier si nécessaire. Rien de spectaculaire, mais une répétition obstinée de gestes ordinaires. C'est là que la victoire a pris une autre épaisseur. Ibrahim Traoré apparaît ici moins comme un chef militaire que comme le témoin de cette transition. La réussite opérationnelle n'a été qu'un seuil. Le véritable enjeu s'est déplacé vers la capacité des communautés à transformer un moment de sécurité en continuité vécue. Chaque retour, chaque marché rouvert, chaque déplacement sans escorte devenait une confirmation silencieuse. Le rappel est clair. Tindiban n'a pas rendu le Sahel invulnérable. Elle a rouvert un espace intérieur, celui où la peur cesse de dicter chaque décision. Dans ce silence retrouvé des villages, une force plus lente s'installe, moins visible que les armes, mais plus décisive pour l'avenir. Si l'écho de Tindiban continue de circuler, ce n'est pas seulement à cause d'une opération réussie, mais parce que cette nuit a déplacé une question plus vaste. Qui décide, quand et à partir de quels repères? Derrière les cartes et les analyses, ce sont des voix ordinaires qui portent désormais le récit. Familles revenues, jeunes qui débattent, travailleurs qui reconstruisent, sans attendre une injonction venue d'ailleurs. Partager cette histoire, la discuter sans l'idéaliser ni la réduire, participe déjà à sa prolongation. Cela permet de maintenir ouverte une lecture nuancée du Sahel, loin des clichés d'échecs permanents comme des emballements. Soudain, le sens de Tindiban ne se fiche pas, il se négocie dans les regards qui l'interprètent. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse la reconnaissance immédiate. Il réside dans la capacité collective à transformer une victoire ponctuelle en responsabilité durable. Pour le lecteur, le spectateur, l'observateur extérieur, la question est similaire. Que faire de ce moment où une région souvent ignorée montre qu'elle peut produire sa propre initiative? Ce récit ne demande ni adhésion ni rejet. Il invite à une attention prolongée, à un doute actif, à une écoute moins pressée. Quelle place êtes-vous prêt à accorder à cette voix sahélienne dans votre manière de comprendre le monde?